Positionné juste en face de la forteresse du roi démon, Jin affiche un large sourire, persuadé que le moment est idéal pour un dernier briefing stratégique. Cependant, en observant ses camarades, il réalise à quel point l'ambiance au sein de son groupe est glaciale. C'est à cet instant précis que la vérité éclate, s'exprimant au nom du héros. Reiki Arya annonce sa décision d'écarter Jin du groupe alors que la bataille finale est imminente, le plongeant dans une stupeur totale. Afin de comprendre comment la situation a pu en arriver là, il faut revenir aux origines. Jin Gest et son ami d'enfance Reiki ont quitté leur village natal avant d'intégrer plus tard dans leur rang Yuri la Sainte ainsi que Lucika la Sage. Il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'un coup du sort inattendu, mais d'un accord préalable. Jin s'était engagé à se retirer s'il venait à devenir un fardeau. Reiki se souvient parfaitement de cette promesse et s'avère bien décidé à l'appliquer. Le plus pénible à accepter est que la bénédiction précoce de Jin lui a permis de progresser très vite au début, mais ses facultés ont fini par stagner pendant que ses alliés gagnaient en puissance. Malgré tous ses efforts à l'entraînement, le fossé s'est tellement creusé qu'il a fini par se voir comme un simple poids pour l'équipe. Cet adieu laisse une empreinte douce amère, tandis que les jeunes femmes l'expriment leur gratitude pour avoir été un coéquipier formidable. Jin donne une dernière tapotement affectueux à Reiki, lui promettant de se recroiser une fois le seigneur démon vaincu. En allant rassembler ses affaires, Jin se persuade qu'une fois qu'ils seront devenus des figures légendaires, il ne sera plus qu'un souvenir lointain avec lequel ils n'auront même plus l'occasion d'échanger. Après un ultime merci sincère, Jin quitte les lieux, il laisse derrière lui une atmosphère lourde de choc et de perplexité tandis que les trois femmes gèrent son départ. Mais détrompez-vous, Reiki n'est pas du tout effondrée, au contraire, elle jubile, elle est plus motivée que jamais à terrasser le roi démon au plus vite pour une raison bien précise, pouvoir enfin aller sélectionner sa robe de mariée. Reiki est déjà en train de rêvasser, elle s'imagine une cérémonie organisée sur mesure pour combler Jin, elle ne souhaite plus le partager avec Yuri et Lucika, mais le garder exclusivement pour elle. Un souvenir d'enfance empreint de tendresse refait surface, où le jeune Jin fait un serment qui changera leur destinée. Il affirme à Reiki que peu importe les dires des autres, il restera toujours à ses côtés. Pour Reiki, qui se sentait rejeté à cause de sa magie incontrôlable, Jin représentait bien plus qu'un ami, il était devenu son héros et un membre irremplaçable de sa famille. Leur complicité s'est renforcée dans la candeur, scellée sous l'ombre d'un arbre. En riant, Jin lui a demandé ce qui arriverait si elle l'aimait toujours plus tard, ce qui a poussé Reiki à faire une proposition audacieuse. Si elle élimine le seigneur démon, il devra l'épouser, une promesse de jeunesse devenue le pilier de son existence. Le récit retourne au présent, où Yuri est plongée dans ses souvenirs de Jin. Elle a tout donné pour lui, mais son affection s'est transformée en une stratégie méticuleuse. Pensant que Jin serait une proie facile ou un handicap lors de l'affrontement final, elle a préféré le protéger en l'éloignant temporairement du groupe. La peine se masque derrière une douceur trompeuse. Alors que Jin s'apprête à partir, Yuri lui murmure gentiment un « bonne nuit », suivi d'un discret « je t'aime ». Dans le calme de la pièce, la porte se referme, laissant Jin dans l'ignorance totale du motif réel de son renvoi. Alors qu'elle se prélasse dans son bain, la tempête émotionnelle de Yuri se résume à un mélange de culpabilité et de passion obsessionnelle. Elle tente de justifier ce renvoi en le qualifiant de maillon faible pour le groupe, tout en restant fascinée par son charme alors que son cœur se brise. L'enjeu dépasse la simple protection, c'est une véritable compétition sentimentale. Yuri sait que Reiki compte déclarer sa flamme après le combat, et elle refuse de lui laisser le champ libre. Derrière son statut de sainte se cache une existence de solitude incomprise, et Jin est le seul à avoir perçu la véritable personne derrière le titre. Un instant clé du passé montre l'origine de la dévotion de Yuri. Alors que le monde entier la vénérait comme une sainte, Jin était le seul à s'intéresser à sa vraie souffrance. Il lui a fait remarquer qu'il était injuste que celle qui sauve tout le monde n'ait personne sur qui s'appuyer, faisant tomber ses barrières par une gentillesse pure. Jin insiste en faisant abstraction du statut de sainte pour s'adresser à la jeune fille en elle. Il affirme se moquer des règles et des autorisations, souhaitant simplement lui venir en aide. Sa promesse de châtier quiconque s'interposerait est le coup de grâce qui submerge Yuri d'émotion. De retour au présent, Yuri se laisse aller dans son bain en repensant au regard intense de Jin. Cette bonté d'autrefois a réchauffé son cœur de glace, et elle estime désormais que le moment est parfait. Il ne s'agit plus juste de l'écarter du danger, mais de se préparer à le revendiquer pour elle seule. Yuri est désormais fermement décidée à exécuter son plan, peu importe si Jin se sent rejetée. Dans un élan d'audace, elle se dit prête à abandonner sa pureté et son rang de sainte. Elle utilisera toute sa puissance pour soigner Jin et le garder auprès d'elle, sans se soucier des autres filles. La sainte se blottit contre Jin, cherchant un moyen de le garder à ses côtés en devenant son épouse afin qu'il soit traité avec égard. Cependant, alors qu'elle rêve de leur futur, une rivale s'introduit dans la chambre de Jin avec la ferme intention de franchir un cap. Prête à passer à l'action, elle découvre une pièce déserte, un unique mot a été laissé, et la vérité la frappe de plein fouet. Elle sait parfaitement qui l'a devancée et ressent une colère noire envers cette vieille elfe. Retour au village, où Lucika la Sage vient de téléporter Jin en toute simplicité.
maniant la magie comme un jeu d'enfant, elle prétexte une simple curiosité pour son lieu de naissance, mais Jin est secrètement soulagé d'être revenu sans devoir affronter le reste du groupe. Lucika fait preuve de détachement en apparence, mais elle bouillonne intérieurement de nervosité, quand Jin l'invite chez lui avec un sourire reconnaissant, une situation totalement inattendue l'attend. Qui est vraiment Lucika Elristia? Il s'agit d'une elfe millénaire, mais sa passion dévorante pour la recherche lui a posé un problème majeur, elle a complètement délaissé sa vie sentimentale au point de se retrouver bloquée dans le célibat. Malgré sa grande maîtrise magique, elle faisait fuir tous les hommes qu'elle croisait, la laissant désemparée et isolée, sans aucune perspective de mariage, elle a choisi d'intégrer l'aventure du héros uniquement pour combler ce vide. Cependant, Jin se distingue des autres, dans cette situation, les intentions se dévoilent et les comptes se règlent, évidemment, Lucika est la seule à en avoir conscience. Ses sentiments sont profonds, ce périple n'est plus une simple quête mais une démarche amoureuse, Lucika est bel et bien éprise, fermement décidée à faire sa vie avec lui. Une situation bien singulière s'installe, c'est le moment de vérité où les souffrances accumulées finissent par s'effacer. Des engagements sont pris et des résolutions s'affirment, si des obstacles surviennent, les plans seront adaptés pour arriver à leur fin, selon l'accord établi avec Lucika. Tout le monde finit par tomber d'accord sur la marche à suivre, malgré les réticences ou les oppositions initiales. Effectivement, certains faits méritent toute notre confiance, Jin se trouvait dans la même disposition, ignorant les véritables intentions d'assimilation qui pesaient sur lui. Désormais, l'être aimé se trouve aux côtés de Lucika dans ce cadre intimiste, la situation prend une tournure décisive. La situation bascule complètement, les révélations de Lucika et l'assurance sincère de Jin affirmant qu'elle est la seule à ses yeux commencent à faire fondre ses défenses, tout à coup, cette perspective devient très séduisante. Lucika tente un coup d'audace en demandant à Jin si une autre femme voudrait de lui comme époux, pendant que le père de Jin admire en secret la perfection de Lucika, Jin décide qu'il vaut mieux l'isoler pour discuter à l'abri des regards. L'atmosphère devient intense quand Jin plaque subitement Lucika contre le mur, d'un ton essoufflé, il cherche à savoir si elle est réellement sérieuse, elle lui confirme immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Jin se livre à cœur ouvert, avouant que même s'il ne peut pas encore parler d'amour, il souhaite commencer à la considérer comme bien plus qu'une simple coéquipière. Sa question vulnérable, est-ce qu'un homme comme moi te convient, touche Lucika en plein cœur. Elle ne manifeste pas la moindre hésitation, avec un doux sourire, Lucika lui confirme que Jin est le seul qu'elle désire, l'électricité est palpable alors qu'ils se rapprochent l'un de l'autre. Au moment où cette scène atteint son point culminant, un imprévu survient. La situation devient rocambolesque lorsque Yuri propose un bouche-à-bouche pour le réanimer, laissant Jin troublé mais reconnaissant malgré son état semi-conscient. Le ton passe subitement du comique à l'affolement général, alors que les filles hurlent son nom en le suppliant de rouvrir les yeux, le regard de Jin devient vitreux, la détresse est totale lorsqu'elle le supplie de ne pas mourir, au moment où il perd connaissance. Il reprend doucement ses esprits et réalise qu'il se trouve dans la chaleur de sa propre chambre, mais en essayant de bouger son corps engourdi, il perçoit une présence inhabituelle à ses côtés. Soudain, Jin ouvre de grands yeux stupéfaits face à un spectacle auquel il ne s'attendait pas, Yuri dort profondément, enlacé contre lui, il reste pétrifié, le cerveau assailli par une unique interrogation paniquée. Que fait-elle dans son lit? Un souvenir lui revient brutalement, la cohue autour de la déclaration de Lucika et l'interruption soudaine de Reiki, Jin comprend qu'il a dû tomber dans les pommes, bloqué sous Yuri qui ronfle, il essaie désespérément de la réveiller tout en paniquant face à cette posture embarrassante qui s'envenime au moindre geste. Finalement, Yuri s'éveille avec un sourire ensommeillé et les joues rosies, lui demandant s'il va mieux, la pression retombe tandis que Jin, tiré d'affaire, exprime une grande reconnaissance pour ses soins, la magie guérisseuse de la sainte a fait des merveilles. L'ambiance paisible vole en éclats dès que Yuri mentionne que c'est le jour de la bataille finale contre le Seigneur Démon, Jin panique, horrifié à l'idée qu'il se repose pendant que le destin du monde se joue, mais alors que Yuri repense à la nuit passée, l'action se déplace vers le repère ennemi. Voici le redoutable Kaiser Raluel, le souverain absolu des démons, il se moque du héros actuel, mais Reiki reste totalement imperturbable, le regard glacial, son arme à la main, elle lui pose un ultimatum sans appel, la mort immédiate ou la mort très prochaine. Reiki conclut l'affrontement en un éclair, cependant, alors que la poussière retombe, une évidence s'impose à elle, Jin n'est déjà plus là. Les esprits s'échauffent au sein de l'équipe pour savoir qui doit annoncer la victoire au souverain, le héros maintient que sa seule tâche était d'éliminer le Seigneur Démon, tandis que ses camarades tentent de la faire raisonner. La scène prend un tournant burlesque quand Lucika s'énerve, ordonnant à la sainte de cesser de s'exprimer avec sa poitrine tout en se moquant de sa physionomie, pour trancher le litige, le héros décide de régler cela de manière équitable par une partie de Shifumi. Pendant ce temps, dans le calme de la chambre, la sainte s'approche de Jin, d'une voix douce, elle lui annonce que les combats sont terminés et que le monde est enfin en paix. C'est alors qu'une révélation éclate,
la Sainte explique qu'elle n'a plus aucune raison de rester dans le groupe et souhaite retrouver la vie paisible d'une habitante ordinaire, laissant Jin complètement stupéfait. Elle refuse toutefois de le laisser douter de lui-même, avec une conviction inébranlable, elle lui confie que cela lui ferait de la peine d'entendre une personne aussi chère à ses yeux se dévaloriser ainsi. Profondément ému par ces mots, Jin s'engage à ne plus jamais se rabaisser, toutefois, la romance s'évanouit aussitôt lorsqu'il pose la seule question qui la fait rougir d'embarras, pourquoi dormait-elle à ses côtés? Le lendemain matin, Jin trouve la maison déserte, à l'exception d'un mot laissé par ses parents accompagné du petit déjeuner, cependant, en lisant le post-scriptum, bonne chance, une panique incontrôlable l'envahit, la Sainte ne doit sous aucun prétexte lire ce message. Quand la Sainte s'interroge sur l'origine du mot, Jin réagit de façon totalement disproportionnée, d'un coup de magie du vent, le papier embarrassant est pulvérisé en 1000 morceaux avant qu'elle n'ait pu y jeter un œil. La journée débute calmement, la Sainte complimente la tenue de Jin et lui propose de manger dehors sur la terrasse, mais sous son air ravi, son esprit reste obnubilé par le souvenir de la chemise de nuit. Rien n'égale la cuisine familiale, après un rude voyage, Jin a enfin le plaisir de goûter au plat de sa mère, tandis que Yuri s'émerveille devant la fraîcheur des produits du jardin, c'est un matin particulièrement paisible qui tranche avec le tumulte récent. Un sentiment de sérénité recherché depuis des années enveloppe la pièce, le simple fait de pouvoir baisser leur garde leur procure un immense soulagement, mais alors que le silence règne, Yuri l'interpelle tendrement, faisant basculer l'atmosphère. Jin aspire à une vie simple, entre le travail des champs, la chasse et la pêche, afin de profiter des bonheurs du quotidien qui lui ont manqué, mais lorsqu'il demande à Yuri ce qu'elle désire pour l'avenir, elle hésite et sa voix s'atténue. Elle fait alors une confidence troublante, elle souhaite fonder une famille, Jin en reste muet de stupeur, même si Yuri tente de faire passer cela pour une étourderie, la tension romantique devient instantanément palpable, Jin admet vouloir passer le reste de ses jours avec elle, la laissant troublée et rieuse. Jin lui fait remarquer qu'ils sont déjà promis l'un à l'autre, mais le regard de Yuri devient mélancolique, elle se remémore un moment bien précis, laissant Jin intrigué et désireux de savoir à quoi elle pense. Yuri est encore marqué par la déclaration passionnée de Jin lors de leur toute première rencontre, à ses yeux, sa promesse d'être là pour elle dans les moments difficiles était la chose la plus romantique qui soit. Pour la jeune femme, ces paroles représentaient bien plus qu'un engagement, elles ont été une bouée de sauvetage au plus fort de sa détresse, submergée par l'amour et la gratitude, elle décide qu'il est temps de lui révéler ce qu'elle ressent vraiment. Elle n'hésite plus une seconde, Yuri se précipite vers lui, le serrant fort contre elle pour lui faire un aveu courageux, « Je t'aime, Jin, je veux bâtir mon avenir à tes côtés. » 3 années de moments partagés et de sentiments contenus trouvent leur accomplissement dans cet instant magique, cependant, alors qu'ils sont seuls au monde, une voix extérieure vient soudainement gâcher la scène. Soudain, la romance vole en éclats quand Lucika débarque brutalement avec un tacle plaqué, refusant de s'avouer vaincue, elle les envoie tous les deux au sol dans un enchevêtrement chaotique. C'est le désordre le plus total, malgré l'interruption brutale de leur moment intime, la situation prend une tournure inattendue et, au fond, cette proximité ne déplaît pas totalement à Jin. Voilà où ils en sont, en tant que fiancés officiels, elle s'accroche fermement à lui, jurant de le rendre tellement accro qu'il ne pourra plus jamais se passer d'elle. Yuri s'est mis en tête de faire tomber toutes les défenses de Jin, elle l'attire dans une étreinte étouffante sur le porche, lui chuchotant des mots doux pour le faire céder et le piéger dans ses bras. Jin ne sait plus où donner de la tête face à la poitrine généreuse de Yuri, complètement déstabilisé, son esprit tourne en boucle à cause de son parfum délicat et des battements sourds de son cœur, il panique mais se retrouve totalement incapable de bouger. La tension est à son comble, alors que Yuri s'amuse de la situation, la volonté de Jin finit par céder sous le poids de la tentation, en s'excusant intérieurement auprès de ses proches, il avance la main et franchit un point de non-retour. Alors que la température monte, une voix glaciale fend l'air, Reki surgit et foudroie le duo du regard, le cœur de Jin manque un battement, il vient de se faire prendre en plein délit. C'est la panique générale, Jin bafouille de nombreuses excuses en prétextant un simple hasard, mais Reki ne se laisse pas berner, après un regard lourd de sous-entendus, elle décide finalement de les laisser tranquilles, bien que l'ambiance reste extrêmement tendue. Avant même que Jin ne comprenne la situation, Reki annonce subitement qu'elle part faire un tour et s'éclipse, il reste planté là, perplexe face à ce changement d'humeur soudain et au regard perçant qu'elle vient de lui lancer. La confusion fait place à un moment empreint de nostalgie lorsque Jin et Reki s'allongent côte à côte, pendant un instant, on pourrait les croire revenus à l'enfance, mais le calme est de courte durée, Jin s'interroge anxieusement, comment aborder le sujet de Yuri et Lucika avec Reki sans créer un malaise monumental? Reki commence à énumérer toutes les qualités de Yuri, vantant sa bonté comme ses talents culinaires, Jin acquiesce, jusqu'à ce qu'elle établisse une comparaison osée sur leur tour de poitrine, la discussion prend immédiatement un tournant tellement embarrassant que Jin ne sait plus quoi répondre. La tension monte d'un cran quand Yuri exprime un désir secret, ses sentiments pour Jin ne céderont devant personne, Jin perd complètement le trade,
cherchant à comprendre pourquoi elle cherche soudainement à rivaliser avec Reiki, sans lui laisser le temps de réagir. Yuri se colle à lui en évoquant l'époque où ils dormaient ensemble. Souvenir du passé, Jin se rappelle ce qui se déroulait vraiment pendant ces nuits-là. Yuri se blottissait contre lui le soir pour mieux le catapulter hors du lit au réveil, alors que Jin reconnaît qu'il ne peut pas lutter sur le plan physique. Yuri plastronne en affirmant que sa bénédiction de héroïne la rend invincible. Le gant est jeté, Yuri prétend pouvoir le terrasser d'un simple petit doigt, ce qui vexait profondément Jin. Il tente de rester mesuré, mais lorsqu'elle le traite de trouillard et de faible, son orgueil prend le dessus, il accepte le défi. C'est un bras de fer de petit doigt, Jin lui demande de ne pas se retenir, persuadé de pouvoir l'emporter facilement, mais Yuri le met en garde, c'est lui qui risque de souffrir, l'intensité est maximale quand leurs doigts s'entrelacent. Donne le top quand tu veux, Jin. Jin y met toute sa hargne d'un coup en criant « c'est parti », mais la sanction est immédiate et brutale, d'un simple geste négligent, Yuri le projette en arrière avec une puissance phénoménale. La chute est rude, alors que Jin traverse la pièce à toute vitesse, Yuri se contente de sourire, trouvant sa tentative désespérée plutôt mignonne, il ne s'est pas juste fait battre, il a été transformé en boulet de canon humain. C'est une humiliation totale, Yuri savoure sa victoire pendant que Jin gît au sol, complètement sonné, mais elle ne compte pas s'arrêter là, elle se penche vers lui et lui annonce qu'en tant que perdant, il va devoir subir un interrogatoire musclé. Le ton passe instantanément du jeu au sériel, Yuri le bloque au sol et lui pose une question choc qui le laisse pétrifié, « Pourquoi ne dors-tu plus avec moi ?» L'air devient pesant tandis que Yuri peine à exprimer ce qu'elle ressent, dans le même temps, Jin panique intérieurement, se demandant si Reiki serait tout aussi mal à l'aise face à une telle scène. L'hésitation n'a plus sa place, Yuri le fixe droit dans les yeux et passe à l'attaque, on recommence à partager le même lit dès ce soir? Jin en reste littéralement figé. Reiki se retrouve presque au-dessus de Jin sur le lit, soulignant le caractère très osé d'une telle proximité entre un homme et une femme. Jin tente de garder son calme, mais Reiki s'interroge en secret, commence-t-il enfin à la considérer comme une femme? C'est la confusion la plus totale dans la tête de Jin alors qu'il essaie de définir ses sentiments pour Reiki, il s'efforce de se convaincre qu'elle n'a jamais été qu'une petite sœur à ses yeux, mais le rouge qui lui monte aux joues prouve exactement le contraire. Un sourire radieux et sincère illumine le visage de Reiki tandis qu'elle murmure sa joie, elle s'approche si près que son souffle effleure ses vêtements, le laissant totalement immobile. Dans le silence de la pièce, les réflexions de Jin sur Reiki sont brusquement interrompues, de manière totalement inattendue, elle franchit le dernier centimètre et dépose un baiser sur ses lèvres. La tension retombe enfin lorsqu'ils se séparent, Reiki affiche un air triomphant, lui rappelant qu'il la perçoit désormais comme une femme à part entière et non plus comme une jeune sœur. Reiki sait qu'il a définitivement dépassé le stade de la relation fraternelle, prêt à la considérer comme son égale, avec une moue espiègle, elle décide de lui passer l'éponge pour cette fois. Jin est frappé par une prise de conscience brutale, il ne peut plus se voiler la face, il est bel et bien épris de Reiki, mais alors qu'il réfléchit à la façon de lui déclarer correctement sa flamme, la porte s'ouvre brusquement sur un visiteur. L'ambiance change du tout au tout lorsque deux autres filles font irruption et prennent Jin et Reiki en flagrant délit dans une posture très équivoque. Jin panique en réalisant qu'il est le seul à ne pas avoir donné de réponse aux 3 confessions reçues, et le voilà surpris à dépasser les bornes avec Reiki. Reiki tente d'esquiver les taquineries en changeant vivement de sujet, alors que les autres vantent leur réussite, une nouvelle tombe et laisse Jin complètement muet, le lieu du mariage a déjà été arrêté. Le cerveau de Jin disjoncte complètement en entendant le mot « mariage », la situation lui échappe totalement alors que les préparatifs semblent déjà décidés par des instances supérieures sans qu'il ait son mot à dire. C'est absurde de se retrouver ainsi pris au piège par ses proches, mais la franchise est de mise, Jin réalise que le processus est bel et bien enclenché avec l'aval de son entourage. Jin comprend très bien le déroulement des événements, contrairement aux filles qui restent impassibles, l'une d'elles lâche une bombe en affirmant qu'il est tout à fait naturel de prendre place à côté de son époux, poussant Jin, complètement désorienté, à reculer précipitamment au bout de la table. Ils tentent de mettre de la distance entre eux, mais elle rapproche simplement leur siège, c'est à cet instant que l'effroyable vérité lui apparaît, ces 3-là ne sont pas rivales, elles se sont mises d'accord sur leur amour pour lui, conscient d'être en position de faiblesse, Jin décide qu'il doit tirer les choses au clair. Pendant un court instant, Jin se laisse séduire par leur charme sincère, il se demande s'il ne devrait pas simplement se laisser porter par cet océan d'affection pour toujours, se disant qu'elle resterait à ses côtés même s'il gardait le silence. Cependant, un homme d'honneur ne peut pas profiter ainsi de leur bonté, Jin se ressaisit et réclame une explication sérieuse, faisant basculer instantanément l'atmosphère de la légèreté à la gravité en demandant leur attention absolue. Le coup près tombe lorsque Jin commence par présenter d'incroyables excuses à Yuri, il reconnaît que les promesses échangées dans leur jeunesse ne venaient pas de sentiments amoureux, ce qui provoque chez elle un choc immense. Il poursuit sur sa lancée en se tournant vers Reiki, en se rappelant un serment d'enfance qu'il avait complètement oublié,
il prend conscience de l'importance qu'elle y accordait pendant qu'il l'ignorait, ce qui le pousse à baisser la tête pour lui offrir des excuses poignantes. Les vannes s'ouvrent alors que Jin confesse sa plus grande insécurité, ce sentiment d'incompétence écrasant qui lui donnait l'impression de ne plus être à leur hauteur. Il avoue à quel point il s'est senti seul, convaincu qu'il ne pourrait plus jamais marcher à leur côté. Cependant, la souffrance fait place à la gratitude, réalisant qu'elles ne l'ont jamais abandonné, même la guerre terminée. Jin balaie enfin ses incertitudes et fait une promesse ferme, désormais, il souhaite partager sa vie avec elle pour l'éternité. Et c'est alors que c'est le chaos absolu, loin d'être découragé, les trois jeunes femmes lancent une offensive conjugale coordonnée, chacune jurant de le rendre le plus heureux des hommes. Jin se retrouve totalement dépassé, prêt à céder sous la pression de leur détermination commune. Dans un grand moment de désespoir et de sincérité, Jin lâche une bombe qui rebat totalement les cartes. Il avoue être incapable d'en choisir une seule car il les aime toutes les trois. Avant de faire la demande ultime, il veut les épouser ensemble. La tension est palpable, mais l'ambiance bascule subitement. Au lieu d'être choquée ou en colère, les filles éclatent d'un rire complice et enjoué, laissant Jin totalement désemparé et pétrifié sur place. Dérouté et le visage en feu, Jin demande pourquoi diable elle rigole lors d'un moment aussi crucial. La réplique fuse aussitôt, elle savait depuis le début qu'il serait bien trop indécis pour n'en désigner qu'une seule. Reki intervient avec un sourire taquin, lui conseillant de ne pas sous-estimer 10 ans d'amour inconditionnel. Elle le charrie sur son erreur d'interprétation avant de se jeter soudainement sur lui pour l'étreindre à le suffoquer. En le serrant fort, Reki glisse à Jin qu'il devrait garder la tête haute. Elle lui avoue que sa présence à ses côtés durant leur voyage a été son plus grand bonheur et que sa bienveillance a été le seul véritable baume pour son cœur. L'émotion est à son comble lorsque Yuri s'approche à son tour, reconnaissant que les mots de Jin l'ont arraché aux ténèbres les plus profondes, tandis que Lucika lui demande gentiment de lever les yeux. Jin ne peut que balbutier leur prénom, submergé par tant d'amour. Main dans la main, les trois prétendantes lui donnent une réponse unanime qui scelle son destin. Depuis le jour où elles sont tombées amoureuses de lui, la réponse a toujours été un grand oui enthousiaste. L'intensité de la scène finit par le faire craquer, pleurant de soulagement et d'une gratitude immense. Jin se cramponne à elle, incapable de retenir ses larmes tout en murmurant un « merci » venu du cœur. Néanmoins, cette séquence romantique est de courte durée avant que les taquineries ne reprennent le dessus. Alors qu'une fille s'amuse de voir ses habits trempés par ses pleurs, les autres savourent le privilège de découvrir ce côté vulnérable chez Jin pour la toute première fois. Déterminée à les combler toutes les trois, Jin s'engage à faire plus d'efforts que jamais pour leur avenir commun. Les jeunes femmes acquiescent joyeusement, bien qu'une remarque énigmatique disant qu'il n'a pas à s'inquiéter laisse Jin perplexe sur ce qu'elle lui réserve. Attendez, le lieu de la cérémonie est déjà fixé? Jin tombe de haut, mais la précision qu'on lui donne est encore plus étourdissante. Avec un signe de la main coquin et un rouge aux joues, Yuri lui révèle l'endroit, le palais royal. Le palais royal? Jin en reste littéralement sans voix. La nouvelle de leur union fait déjà grand bruit dans les hautes sphères de la royauté, suscitant un engouement sans précédent au sein du cercle royal. Aimer quelqu'un pousse naturellement à se rapprocher. Le château d'Eldentirk est aujourd'hui au cœur de toutes les attentions pour les personnalités du royaume. Le protocole royal impose une atmosphère solennelle où les gardes exigent un calme absolu. La situation est devenue extrêmement délicate. Si Jin n'accède pas à la noblesse, tout ce projet tombe à l'eau. C'est alors qu'une résonance retentit dans la pièce. Sa Majesté le roi fait son entrée. Le roi Ulvultmio avance dans la salle du trône, le souverain dont le jugement va décider du sort de Jin. Jin perd complètement le fil, ayant l'impression que les événements se déroulent trop vite pour qu'il puisse assimiler. Reki prend la parole pour gérer les convenances, s'excusant de cette arrivée soudaine, mais avant qu'elle ne termine, le roi brise la glace d'un ordre ferme, levez la tête. Et l'atmosphère bascule du tout au tout. Au lieu d'une réprimande sévère, le monarque se précipite et enserre Jin dans une étreinte vigoureuse en criant sa joie. Il s'avère que le roi traite Jin comme son propre petit-fils adoré, sous les regards complètement blasés des trois jeunes femmes. Cette effusion royale ne dure pas car les filles s'interposent pour récupérer leur fiancé. Elles repoussent poliment le souverain, le taquinant sur son âge et lui sommant de lâcher leur futur mari. Jin assiste à la scène, complètement dépité, se demandant pourquoi elles ont utilisé un sort de téléportation majeur juste pour créer un tel désordre au palais. Pourtant, cette proximité s'explique, le royaume de Mion est une grande puissance et le roi Ulvo est la figure de légende qui en a posé les fondations. Qu'il s'agisse de financer la quête du héros ou d'assurer la formation de Jin, le monarque a été le maître d'œuvre discret de tout le parcours de Jin. Son impact est encore plus grand. Sans l'intervention du roi, Jin n'aurait jamais pu constituer une équipe regroupant des membres du village elfé de la Sainte Église. Pour un simple roturier, le souverain ne lui a pas offert un simple rôle, il lui a donné une véritable place dans ce monde. Le regard du monarque se fait plus tendre lorsqu'il conseille à Jin de lever le pied si la charge devient trop lourde. Cependant, il l'invite à rester fidèle à Reki. Alors que Jin voit la noblesse comme un idéal inaccessible, le roi a déjà tout anticipé pour permettre à leur fiancé de les épouser légalement toutes les quatre.
Le roi cherche à savoir si les jeunes femmes ont bien briefé Jin sur la situation, mais la réalité est bien plus complexe. Sous le regard perçant des filles, le mot « idiot » semble presque s'afficher en gros. Yuri reconnaît qu'elles ont toutes partagé leurs sentiments respectifs, de précieuses émotions qu'aucune d'entre elles ne compte sacrifier. Puis vient l'explication logique, Lucika prend la parole avec un exposé détaillé, démontrant que chez les nobles, la polygamie est une pratique établie pour garantir le bonheur de chacun. Elle ne se contente pas d'émettre une idée, elle donne une véritable leçon sur la manière dont elles peuvent toutes partager la vie de Jin. Le piège se referme définitivement, tous les obstacles étant levés. Les filles informent Jin qu'il n'a plus aucun moyen d'échapper à son destin, il est temps d'organiser les noces, elles l'enlacent chaleureusement, laissant un Jin totalement dépassé prendre conscience de toutes les manigances orchestrées dans son dos. Jin essaie de rester modeste, se demandant s'il mérite vraiment un titre de noblesse sans exploit militaire ou scientifique majeur. Le roi confirme qu'une telle prouesse est requise, mais Yuri s'empresse de lui rafraîchir la mémoire, avec un sourire narquois, elle lâche l'argument imparable, ils ont tout de même terrassé le roi démon. Malgré les louanges, Jin est rongé par la culpabilité, estimant que le mérite revient uniquement à Reki et Yuri plus qu'il a quitté le groupe avant le dénouement, il se sent illégitime. Cependant, le roi le stoppe net, lui affirmant avec force que nombreuses sont les personnes qui reconnaissent la vraie valeur de ses efforts. Le monarque précise que l'espoir insufflé par l'équipe du héros dans un monde opprimé par les démons était le fruit d'un travail collectif, il le dit haut et fort, la contribution de Jin a été déterminante, il n'était pas un simple membre, mais un pilier indispensable tout au long de cette aventure. Le parcours accompli suscite le respect, malgré les épreuves traversées par Jin, la considération que lui portent le souverain et le peuple prouve à quel point ses actions ont marqué les esprits. L'enthousiasme est général autour des cadeaux offerts à Jin, alors que sa future compagne lui fait remarquer qu'il brûle les étapes, les festivités démarrent, officialisant la reconnaissance de leur union par le royaume. La mère de Jin est aux anges, comblée de voir son fils revenir enfin accompagné d'une épouse, mais le vrai tumulte se passe dans la tête de la jeune femme, en entendant le mot « marié », elle plonge dans un doux rêve de bonheur conjugal, s'imaginant déjà dans le rôle de l'heureuse élue aux côtés de Jin. Les rêveries de mariage vont bon train et l'affection pour l'être cher ne fait que grandir, l'image d'un avenir radieux ensemble s'impose d'elle-même. La situation prend une dimension importante, alors que l'accord semble unanime parmi ses proches, le père de Jin adopte soudain un ton plus sérieux et met son fils au défi de prouver la valeur de son engagement. Sous la nuit étoilée, le père de Jin confie le sentiment de culpabilité qui le rongeait depuis le départ de son fils parti veiller sur Reki. Il avoue son inquiétude passée, mais ajoute que le visage de Jin a tout balayé, il comprend enfin que son fils n'a pas seulement subi les événements, mais qu'il a pris sa vie en main depuis le début. La bénédiction paternelle est accordée, son père reconnaît que Jin est sincèrement aimé et estimé par ses camarades. Quel vénard, lance-t-il en riant, avant de conclure qu'il est temps pour Jin de tracer sa route, c'est un moment apaisant, bien que Jin ne puisse s'empêcher de trouver la situation légèrement étrange. La réalité rattrape enfin Jin, il va réellement se marier. Son cœur oscille entre appréhension et excitation à l'idée de la cérémonie, mais la vraie panique commence quand les trois filles se disputent déjà pour savoir laquelle passera en premier lors de ce mariage polygame. Les prétendantes ne comptent pas céder leur tour, l'une d'elles interpelle Jin sur le ton de la rigolade tandis que l'elfe analyse objectivement qui mérite la première place, c'est alors que l'une d'entre elles lance un argument choc, si l'on se base sur les exploits accomplis, le résultat est indéniable. C'est à moi que revient cette place. La rivalité atteint son paroxysme alors que chacune revendique la priorité, plongeant Jin dans un désarroi total au milieu du tumulte, la romance laisse instantanément place à un vrai combat de coqs. Soudain, le récit délaisse les affaires de cœur pour nous ramener au bastion du Seigneur Démon, des souvenirs révèlent la violence inouïe de l'affrontement final, où les héros ont jeté toute leur force dans la bataille. Voici la princesse démon Ina, hors d'elle, elle s'emporte contre son père, l'ex-seigneur démon Ralul, lui demandant pourquoi tout est devenu si convenable, à ses yeux, la cause des démons a été complètement trahie. La réponse de Ralul est un coup de théâtre total, la domination du monde appartient au passé, le nouvel objectif est de vivre en harmonie avec les humains, Ina est scandalisée, se demandant où est passé le redoutable tyran d'autrefois et accusant les héros de l'avoir ramolli. Ina ne comprend pas ce changement soudain, d'autant qu'il est survenu après que son père a été baigné de magie sacrée, mais lorsque Ralul lui propose gaiement de nettoyer le château ensemble, Ina finit par capituler, la fière princesse se résigne à accepter sa nouvelle vie de famille. Une nouvelle figure entre dans la danse avec de la rancœur, refusant l'échec, cette personne n'accepte pas la situation et entend bien faire valoir ses droits auprès de ses proches. Il s'agit de Paluca, la démone déterminée à remettre les choses en ordre et prête à servir à nouveau sa cause. Un accord pragmatique se dessine, Ina ne possède pas toutes les ressources, mais elle ne compte pas en rester là, elle part réclamer les héros qui l'attendent. Quelques jours plus tard, Ina arrive dans la capitale en dissimulant son visage sous une large capuche, elle observe les passants avec un mépris total,
furieuse que ces faibles humains osent la snober sans se douter de son identité. Elle sait qu'il serait imprudent de révéler sa nature démoniaque pour l'instant, même s'il lui serait facile de semer le chaos, elle doit d'abord récupérer un objet bien précis et préfère jouer la carte de la patience. Pendant ce temps, à la maison, Jin fait une annonce fracassante, il compte faire bâtir une demeure, les filles tombent des nues, ne comprenant pas pourquoi cette idée lui vient si soudainement alors que tout va pour le mieux. La raison vient du désordre quotidien, les parents de Jin n'arrêtent pas de le prendre sur le fait alors qu'il dort dans le même lit que toutes les filles, cette révélation déclenche aussitôt une dispute générale, chacune rejetant la faute sur l'autre pour savoir qui a commencé à s'approcher. Les préparatifs s'organisent vite sous la direction de Lucica pour les plans, mais le ton change rapidement, quand vient le moment d'évoquer le nombre de chambres d'enfants à prévoir, Jin se retrouve littéralement paralysé par la peur. La tension monte encore d'un cran lorsque la discussion aborde les bains communs et les pièces de jeu, plongeant Jin dans un malaise embarrassant, ne supportant plus la pression, il finit par hurler sur tout le monde pour qu'elle sorte. Finalement, le calme revient pour laisser place à un pur moment de bonheur, Jin et Reki se reposent à l'ombre d'un grand arbre, partageant un thé chaud dans la quiétude de l'après-midi. C'est une parenthèse paisible et complice, Reki demande à Jin de lui refaire sa tresse, et lorsqu'il accepte avec un rire doux, elle se détend enfin, elle n'est plus l'héroïne portant le poids du monde, juste Reki, bien décidée à choyer Jin autant que possible. À l'abri du grand arbre, le reste du monde semble s'être effacé, d'un dernier geste délicat, Jin achève la coiffure, voilà, c'est terminé. Jin ne peut s'empêcher de lui dire qu'elle est ravissante, mais Reki ne se contente pas d'un simple compliment, avec une assurance coquette et les joues rosies, elle affirme être désormais la plus belle fille de la Terre. Puis, le moment devient plus intense quand Reki se blottit dans ses bras, elle lui annonce qu'à partir de maintenant, elle l'enlèvera dès qu'elle en aura envie, de jour comme de nuit, Jin, totalement sous le charme, lui répond qu'ils feront exactement cela, sans aucune retenue. Jin se dit qu'il a toujours rêvé d'une telle vie avec Reki, alors que cette dernière se laisse aller contre lui, elle savoure chaque seconde, d'autant que de voir Jin prendre ainsi les devants est un bonheur rare et précieux. Cependant, cette parenthèse enchantée vole en éclats brutalement, Yuri déboule en hurlant contre cette démonstration d'amour et exige la fin de cette tromperie, alors que Jin est sous le choc de cette intrusion, Lucica glisse calmement une information dans la conversation, révélant qu'un grand projet est déjà sur les rails. Lucica repousse alors encore plus loin les limites d'une efficacité effrayante, d'une simple incantation, elle invoque des morts-vivants draconiques, d'immenses dragons osseux, Jin reste abasourdi lorsqu'elle lui explique tranquillement que comme ces créatures ne dorment pas, la maison sera prête en à peine 2 semaines. Lucica se rapproche de Jin, affirmant que soutenir son fiancé est le devoir d'une épouse dévouée, la remarque frappe Reki comme la foudre, allumant immédiatement son esprit de compétition, refusant de se faire devancer, elle se cramponne à lui en hurlant qu'elle aussi a le profil pour être une parfaite femme au foyer. Alors que les filles sont survoltées à l'idée du plan établi, Jin lève le poing en l'air dans une ambiance survoltée, leur criant de donner le coup d'envoi. Cependant, avant de lancer les travaux, Reki pose une condition absolue, Jin doit d'abord lui cuisiner un bon plat pour qu'elle soit au top de sa forme, et Jin, en partenaire toujours attentionné, est ravi de s'exécuter. « As-tu déjà goûté à l'oiseau à 4 pattes ?» Lucica lui présente cette spécialité locale qui enchante immédiatement Reki, alors que Reki retombe en enfance à la seule idée du poulet frit, Jin s'attelle à la tâche en demandant à Yuri de lui passer la planche à découper. Mais Yuri ne attrape pas juste la planche, elle fusille Lucica du regard, quand cette dernière s'interroge, Yuri lui décoche un surnom cinglant, Mademoiselle Planche à découper, Lucica comprend aussitôt le sous-entendu, c'était une vraie démonstration d'autorité. Place à la technique, Jin découpe la viande avec une dextérité remarquable, longeant les os et retirant les nerfs avec la minutie d'un chirurgien, il ne se contente pas de sel et de poivre, mais intègre des condiments secrets venus de son propre village pour rehausser le goût. Qu'il s'agisse d'écraser la gousse d'ail ou de concocter une panure spéciale à base de poudre d'igname et de farine de blé, la technique de Jin est une véritable démonstration de savoir-faire, Lucica ne peut s'empêcher d'être fascinée, reconnaissant que son talent est tout simplement bluffant. Une fois les préparatifs terminés, Jin passe le relais à Yuri pour la cuisson finale, pendant que Reki et Lucica se pressent de dresser la table, Jin et Yuri trouvent leur complicité au fourneau, cuisinant côte à côte. Pour Yuri, cette routine semble évidente, mais il manquait un petit quelque chose lors de leurs anciennes aventures, cette fois, c'est différent, c'est un repas préparé avec amour, elle se demande s'ils pourront préserver cette quiétude pour toujours, et le doux assentiment de Jin rend cet instant éternel. Soudain, l'atmosphère passe du doux au piquant, Yuri se colle à Jin dans une étreinte passionnée, lui soufflant une proposition pour la nuit à venir, le cerveau de Jin s'embrase et il la supplie d'arrêter, lui rappelant qu'ils sont en train de faire la cuisine. L'odeur de la friture embaume la pièce et Reki en salive d'avance, elle ne tient plus en place, mais Lucica doit s'interposer pour la canaliser pendant que Jin promet que le repas arrive.
Voici la touche finale, Jin utilise la magie du feu pour saisir le plat avec une forte dose de chaleur, il sait que le secret d'une dorure parfaite réside dans la maîtrise de la température et le timing exact du retrait du feu. Le secret? Le crépitement, et le résultat est un véritable banquet, oiseau à quatre pattes façon carrage, salade colorée, galette de céréales et un bouillon riche aux œufs, la gourmandise de Reiki parle d'elle-même, c'est une réussite totale. Le festin est prêt et le groupe se rassemble pour un moment de bénédiction avant le début du chaos, une fois les grâces rendues, le calme disparaît aussitôt pour laisser place à la dégustation. Reiki est aux anges, son visage rougit de bonheur à chaque bouchée, Jin, en bon cuisinier, ne peut s'empêcher de sourire, comblé de l'avoir apprécié autant son plat. Lucika rappelle gentiment à Reiki de ne pas se remplir la bouche, tandis que Yuri s'en amuse en lui précisant qu'il y en a encore plein, mais pendant qu'il mange, Jin révèle un secret, sa maîtrise culinaire n'était pas un simple hobby, elle s'est forgée dans les conditions rudes des combats contre les démons. Complètement sous le charme de ce repas, Reiki murmure un mot d'amour timide et adorable, Jin rayonne de fierté, avouant qu'il a fait tout cela juste pour voir son sourire. Yuri donne des précisions sur le fonctionnement de la magie de téléportation, que Jin trouve particulièrement pointue, lorsqu'un grésillement soudain les interrompt, une lettre vient d'arriver et le visage de Yuri se durcit en reconnaissant l'expéditeur. Le sceau de cire vert et les armoiries royales ne laissent aucun doute, le courrier provient directement du roi Ulvo, le groupe reste silencieux, cherchant à comprendre la raison de cette prise de contact impromptue. L'équipe se retrouve face à un éminent dignitaire, mais cet entretien officiel prend une tournure inattendue, de façon très soudaine, il leur annonce une nouvelle choc, le jour du mariage a été arrêté. Ce n'est pas une simple union, c'est une manœuvre politique calculée, en célébrant l'événement au palais royal en même temps que la victoire du héros, le royaume entend s'assurer le soutien populaire et garder la main sur les nations voisines. Le royaume de Mion prépare une cérémonie sous les projecteurs du monde entier, mais Jin décèle un détail louche, ce calendrier précipité semble bien trop arrangé, suggérant une stratégie visant à écarter l'opposition politique. Le héros, la sage et la sainte sont les figures les plus admirées du territoire, et Jin est l'homme qui a su conquérir ces trois personnalités, un exploit qui risque de faire de lui la cible de tous ceux qui voient ce nouvel équilibre d'un mauvais œil. Un rang de vicomte? Le noble s'excuse de son manque d'influence, mais envisage déjà d'attribuer un titre à Jin pour maintenir la stabilité envers ceux qui détiennent une puissance militaire majeure. L'esprit de Jin tourne à plein régime, accéder à la noblesse était son unique option pour pouvoir les épouser toutes les trois, mais le dignitaire le met en garde, un pouvoir trop grand bousculerait l'échiquier politique. L'ambiance redevient très romantique quand les filles se rapprochent de lui, évoquant sans détour leur désir de cultiver leur amour, Jin est totalement déstabilisé, bégayant des excuses alors qu'elle s'enflamme d'excitation. C'est alors que le noble laisse échapper un grand rire en lâchant une bombe, cette alliance garantit la pérennité de la lignée du héros, Jin ne comprend absolument pas le sous-entendu. La réalité est stupéfiante, le premier héros aurait eu plus de 100 descendants pour combattre l'armée démoniaque, et Reiki est très probablement de ce sang, Jin contemple ce chiffre avec un choc total. C'est alors que la situation dérape, les jeunes femmes se lancent dans une surenchère pour savoir combien d'enfants elles souhaitent, l'une d'elles affirmant pouvoir en élever une centaine grâce à sa longévité, Jin panique et crie qu'il ne s'agit pas d'enchères. Toutefois, une logique stratégique sous-tend tout cela, l'une des filles comprend que le vrai but est de préserver cette protection divine, et le noble confirme que de nombreux aristocrates s'étaient proposés uniquement pour obtenir cette faveur. Face aux obligations qui s'imposent, les règles de la communauté doivent être rappelées, Jin s'interroge sur le rôle que chacun doit jouer dans cet environnement. Les interventions de Yuri et la gestion des affaires locales montrent à quel point les décisions prises impactent l'équilibre général, il convient d'être particulièrement vigilant quant aux implications de cette union. Reiki croit fermement en sa destinée, laissant Jin perplexe quant aux événements à venir. Une annonce retentissante est faite dans la grande salle, tous les biens sont conservés par le royaume de Mion, le groupe demeure pantois face à cette nouvelle. Reiki a du mal à concevoir que l'armure du tout premier héros soit restée intacte après des milliers d'années, Lorvald lui explique qu'il ne s'agissait pas d'un équipement ordinaire, mais du fruit du travail de toutes les races réunies, à l'exception des démons. Puis vient la véritable surprise, Lucika indique que cet ensemble inclut les tenues des mariés ainsi que les alliances, Jin tombe des nues tandis que Lucika s'en amuse, avouant les avoir déjà examinées. La jeune femme estime qu'il serait dommage de se priver d'objets aussi précieux, mais Lucika met le doigt sur le casse-tête politique que représente l'entente entre toutes les espèces, sans accord officiel, le projet est au point mort, à moins que Lorulvo n'ait une solution. Lorulvo intervient avec une assurance totale, promettant de faire en sorte que l'événement ait lieu, mais le sérieux du moment est immédiatement cassé lorsque Lucika remet en cause son autorité, se faisant rembarrer aussitôt. Les attaques personnelles s'enchaînent, Ulvo demande à Lucika si elle a enfin fait de Jin un homme, et devant son silence, se moque de sa virginité, la patience de Lucika vole en éclats, elle est prête à en découdre. Lucika lance alors une provocation,
affirmant qu'elle sera la première à posséder Jin, alors que Yuri tente de calmer le jeu, Lucica fait preuve d'encore plus d'aplomb. Pendant ce temps, Yuri effectue en secret 100 scénarios mentaux, laissant Jin totalement pantois face à tant d'audace. C'est la démarche à suivre pour tous les prétendants, leur Ulvo rappelant que la maison doit être tenue selon les règles. Le sacrifice consenti depuis 3 ans trouve enfin son sens. Ulvo souhaite préciser les choses, bien qu'il y ait beaucoup de héros, Lucica n'a pas toujours le bon comportement, mais les sentiments restent profonds pour ceux qui l'aiment. La rivalité s'intensifie et la pression monte, Ulvo rappelle que les épreuves sont nécessaires pour grandir, mais Lucica reste sceptique, particulièrement quand il s'agit d'encadrer le nouveau héros. L'air est embaumé par les odeurs de cuisine et Jin se voit déjà flâner parmi les étals, mais Reki a une autre idée en tête, elle se rue vers la sortie, Lucica essaie de la faire raisonner en lui rappelant qu'elle vient de sortir de table, mais l'héroïne est lancée dans une mission que rien ne peut stopper. Yuri aperçoit un côté attendrissant chez Lucica et s'amuse de sa tête, Lucica tremble de colère, embarrassée par cette situation qui ne lui ressemble pas. Lucica se retrouve au centre des attentions, on évoque le comportement de Reki et les habitudes du matin avec Jin, notamment ce goût particulier des boissons matinales. Seules quelques personnes ont réussi à gérer ce caractère difficile, Lucica n'a jamais cédé, préférant garder ses distances face aux comparaisons. La situation est inédite, désormais, l'idée n'est plus de faire de grands discours mais de laisser travailler qui s'investissent. Les décisions doivent être prises sans attendre, alors que Yuri tente d'éviter la cohue, Jin s'avance en ressentant la pression de la foule, Lucica, toujours lucide, les appelle à la prudence. Une promenade incognito? C'est mal les connaître, Lucica sait pertinemment que si les gens reconnaissent leur visage, ce sera l'émeute, c'est pourquoi elle sort son atout maître, la mante d'ombre, une cape magique permettant de masquer totalement leur présence. Il ne s'agit pas d'une simple cape, mais d'un chef-d'œuvre de discrétion qui leur permet de se fondre parmi les passants. Lucica est très fière de son invention, mais Reki a une toute autre idée en tête, elle calcule combien d'argent un objet d'une telle rareté pourrait lui rapporter. Une bousculade soudaine survient, Jin heurte un groupe d'enfants, en les aidant à se relever, il les entend jouer au héros terrassant le seigneur démon, une vague de nostalgie le submerge, lui rappelant sa propre enfance et l'ironie de voir son ami d'autrefois être devenu une vraie légende. En regardant les enfants repartir en courant, un doux sourire se dessine sur le visage de Jin, pour la première fois depuis bien longtemps, il a le sentiment d'être revenu à un quotidien paisible. La notoriété du groupe a atteint un niveau frôlant le ridicule, Reki est folle de joie en découvrant sur un étal des brioches, héros manjus, façonnés à son effigie, amusé par cette découverte, Jin ne peut s'empêcher de lui en offrir une. Puis, il tombe sur la brioche de la Sainte, représentant Yuri, Jin est perplexe quant à la forme avant de réaliser, la texture généreuse et moelleuse est une allusion directe à la poitrine de Yuri, il s'interroge sur le caractère un peu sacrilège de la vente d'un tel produit. La folie continue lorsqu'ils découvrent le crayon officiel à l'effigie de leur équipe, le vendeur, survolté, affirme que le modèle basé sur Jin aurait le pouvoir de séparer les eaux, Jin, dépité, rejette intérieurement cette idée saugrenue tandis que Lucica observe la scène d'un œil désabusé. En y réfléchissant, Jin prend conscience de la portée de leurs actes sur le monde, alors que les filles sont touchées par cette admiration, Jin trouve tous ces objets dérivés un peu gênants, c'est alors qu'une pensée lui traverse l'esprit, qu'ont-ils créé pour Lucica? La réponse est sans appel, le biscuit de riz de la sage, vendu comme étant plus rigide que du fer, Yuri estime que ce gâteau dur comme la pierre reflète à merveille le caractère de Lucica, ce qui vexait profondément la principale intéressée. Lucica manque de perdre son sang-froid, menaçant de pulvériser tout le monde avec sa magie, Reki tente aussitôt de limiter les dégâts en prétextant que ce biscuit plat et résistant symbolise la franchise et l'honnêteté de Lucica, contre toute attente, l'excuse semble porter ses fruits. Le calme ne dure que 2 secondes avant que Lucica ne s'énerve à nouveau, réalisant que ce n'était qu'un mensonge, elle essaie de mettre le feu au gâteau et de corriger le marchand, obligeant Reki à la retenir de force tout en tentant désespérément de la calmer. Reki parvient enfin à apaiser Lucica, qui se retrouve complètement vidée de son énergie, alors que Yuri qualifie son écart de conduite de honteux, Jin vient la réconforter en lui rappelant d'où que la force ne résout rien, tandis qu'elle se cramponne à lui pour chercher du réconfort. C'est alors que Lucica pose une question qui stoppe net Jin, avec une vulnérabilité touchante, elle lui demande s'il peut aussi apprécier les poitrines de petite taille, la question le frappe de plein fouet, ravivant d'anciens souvenirs. Retour 6 mois en arrière, lors d'une soirée calme dans une taverne, pendant que Jin discute tranquillement, Lucica traverse une vraie crise existentielle, se demandant pourquoi ses formes sont si peu développées par rapport à celles des autres filles. Jin est pris au dépourvu, cherchant désespérément quoi répondre à une telle inquiétude, il choisit la franchise, mais sa manière de l'exprimer fait l'effet d'un pavé dans la mare, il s'écrie à haute voix qu'il aime toutes les poitrines sans exception. Un sentiment de honte le submerge aussitôt, pour se rattraper, Jin enchaîne sur une déclaration sincère en lui expliquant à quel point il admire son savoir et sa maîtrise magique,
espérant fort que sa capuche dissimule suffisamment son visage pour survivre à cet embarras. Il conclut par la phrase ultime, « Tu as toujours été magnifique à mes yeux ». Lucika perd complètement ses moyens, son esprit s'en mêlant les pinceaux entre compréhension et confusion totale. L'intensité augmente lorsqu'il se retrouve isolé dans une ruelle. Lucika, prenant son courage à deux mains, se rapproche et lui pose la question fatidique, est-il sous son charme? Elle se penche si près qu'il peut ressentir sa respiration, lui murmurant qu'il est fasciné par elle, alors que Jin reste pétrifié. Lucika jubile intérieurement, vivant cet instant comme une scène sortie de ses romans d'amour préférés. Et tout s'éclaire pour Jin. Lucika manque cruellement d'expérience amoureuse, et ses tentatives de séduction la rendent au fond très heureuse, même si elle essaie de le cacher. Mais Jin n'est pas dupe, ils ne sont pas seuls dans cette histoire et Lucika s'énerve facilement quand les choses ne vont pas dans son sens. Lucika s'investit pleinement et Jin prend conscience de la valeur de cet engagement, ce qui comptait à ses yeux devient précieux pour eux deux. En son fort intérieur, Jin meurt de honte, conscient du côté très cliché de ses propres répliques, mais surmontant sa gêne, il se penche vers elle et exige une réponse, faisant presque défaillir Lucika sous l'intensité du moment. La suite est purement comique, Lucika se retrouve complètement épuisée et vaincue, tandis que Jin réalise que la taquiner de la sorte est plutôt amusant. Pendant ce temps, les autres filles les observent depuis l'ombre avec une jalousie non dissimulée. L'ambiance change subitement quand Yuri et sa camarade mettent Reki dans l'embarras, elle ne compte pas le laisser s'en tirer ainsi, trouvant injuste d'être délaissée pendant qu'ils s'amusent dans la rue, elles réclament la même attention et n'accepteront aucun refus. Jin se retrouve submergé par tant d'affection, affichant une mine totalement exténuée. Une fois le calme revenu, les jeunes femmes sont essoufflées et les joues rosies, avouant que leur amour pour lui s'est encore intensifié après cet échange. Mais cette quiétude est de courte durée, c'est le sujet des romances de Lucika qui revient sur la table. La sainte, l'héroïne Reki et la sage sont perçues comme de véritables figures d'admiration. Les attentes autour de l'équipe sont immenses, chacun voulant exprimer son attachement envers les héros. Jin assiste à tout cela en clignant des yeux de stupeur, se demandant comment la situation a pu déraper si rapidement. En un instant, Jin se retrouve isolé, englouti par le tumulte de la foule, il tente de trouver un point de repère pour retrouver le groupe, mais un homme imposant lui barre soudainement le passage, agacé que ce gamin l'ignore. Un individu masqué par une capuche s'interpose, laissant le colosse surpris de devoir traiter avec un enfant. Jin panique en comprenant qu'un problème majeur s'annonce, car cette petite fille n'est autre que la fille du roi démon. Pendant que l'équipe du héros s'adonnait au flirt, une toute autre traque se déroulait, la princesse démoniaque, Ina, a enfin déniché ce qu'elle cherchait et affiche une satisfaction radieuse. La quête secrète de Ina la conduit dans une bibliothèque, mais elle n'est pas seule sur le coup. Palluka, la servante du roi démon et Pistar d'Orpère, la rattrape avec un sourire goguenard. L'objectif n'était pas une personne, mais un ouvrage. Palluka lui montre qu'elle a déniché le tome suivant de la saga, Tayari, un livre que Ina avait découvert lors d'un raid dans un village et dont elle était devenue totalement fan. Ina est complètement adepte du personnage principal, Jun le mage de soutien. Elle est fascinée par le contraste entre son sourire bienveillant et peu rassurant et son impitoyabilité au combat, comparant ce personnage attachant à un petit chiot maladroit. Une passion bien gardée qui éclate au grand jour. Ina est tombée sous le charme d'une œuvre humaine, ce qui représente une véritable honte pour une descendante du roi démon, mais alors qu'elle s'enfonce dans l'embarras, Palluka lâche une bombe en affirmant la connaître sur le bout des doigts, la laissant complètement sous le choc. La vérité apparaît enfin, Palluka lui rappelle qu'à chaque pillage de cité, Ina lui ordonne de récupérer la suite de sa série favorite. Elle tente de prétexter un hasard, mais son argumentation s'effondre. Le vrai motif de sa venue incognito dans la capitale? Le dernier tome sort aujourd'hui et il lui faut absolument le tirage collector avec son bandeau d'origine. Palluka reste sans voix, il la croyait venue éliminer le héros alors que son unique but était un bouquin. Il tente de la convaincre de rentrer au château car le roi démon s'inquiète, mais Ina n'en a que faire, son livre en main, elle s'emporte, traite Palluka de gros bêta et prend la poudre d'escampette. Ina aspire juste à bouquiner au calme, mais Palluka persiste à la coller. En arpentant les ruelles, elle médite sur le changement d'attitude de son père, convaincue que terrasser le groupe du héros est le seul moyen de lui rendre sa férocité d'antan, mais ses pensées sont coupées par une interpellation agressive. Un voyou au gabarit imposant trouve Ina suspecte et lui exige de retirer sa capuche. Il la traite de gamine louche, ignorant totalement à qui il s'adresse. Ina hésite à le massacrer sur place, mais juge qu'une scène serait trop pénible. À ses yeux, ce n'est qu'un chien qui aboie sans mordre. Le bandit interprète son mutisme comme une provocation et s'élance pour frapper. Cependant, pour Ina, ses mouvements sont d'une lenteur ridicule. Alors qu'il se croit victorieux, elle révèle sa puissance. On ne s'en prend pas impunément à la fille du roi démon. Un mot, un châtiment. Reste à ta place. Ina assène une frappe phénoménale qui catapulte l'homme dans les airs avec une force dévastatrice. L'agresseur est sous le choc,
totalement désorienté par cette contre-attaque foudroyante, mais avant qu'il ne se relève, une silhouette capuchonnée s'interpose, lui demandant calmement si recourir d'emblée à la violence n'est pas un peu excessif. L'homme constate que son bras est complètement engourdi, l'inconnu reconnaît l'usage d'un sort d'entrave de très haut niveau, en observant le voyou à terre, il se montre impressionné par la puissance brute émanant d'une silhouette si frêle, cette jeune fille a manifestement suivi un entraînement drastique. Terrifié et désorienté, l'homme hurle au fantôme avant d'être à nouveau projeté au loin, Ina l'observe d'un œil critique, trouvant pitoyable qu'une brute de cette taille pleure face à un soi-disant spectre. Cependant, elle remarque que l'inconnu utilise une magie qu'elle parvient à percevoir, elle choisit donc de jouer la comédie et de faire comme si de rien n'était. Un choc soudain fige l'atmosphère quand la silhouette sous la capuche est identifiée, Seigneur Jun. La jeune fille est abasourdie, il est le sosie parfait d'une de ses connaissances. La tension monte d'un cran lorsqu'elle lui demande timidement de montrer son visage, l'homme est perplexe, cherchant à comprendre comment elle peut le distinguer alors que les autres en sont incapables, mais il finit par céder, avec un sourire chaleureux et avenant, il reconnaît s'être fait démasquer. Des étoiles plein les yeux, pour elle, ce n'est pas un simple sosie, mais la copie conforme du Jun idéal de son livre préféré, ce détail prend une importance capitale dans cette rencontre. Il se montre impressionné par la précision de sa posture, et au fond, cette présence efface les mauvais ressentis. C'est difficile d'exprimer cela clairement, mais la force qui se dégage de cette situation montre que les choses évoluent dans le bon sens. Il lui propose de lui tenir la main simplement pour éviter qu'elle ne se perde dans la cohue, le cerveau de Ina s'arrête presque de fonctionner face à la romance de ce geste. Alors qu'ils se séparent, Ina flotte sur un petit nuage, réchauffée par une douceur inédite qu'elle n'avait jamais éprouvée, cependant, cette parenthèse est brutalement interrompue par l'arrivée soudaine de sa servante Palluka. Palluka est complètement affolée, mais lâche une révélation fracassante, l'homme qui l'accompagnait n'est autre que Jin, un membre officiel du groupe du héros. C'est le vide dans la tête de Ina, cet homme ferait partie de l'avant-garde du héros? Cela lui semble impossible, tant il est l'opposé des femmes impitoyables qui ont humilié son père, mais progressivement, une prise de conscience s'impose à elle. Palluka insiste sur le fait qu'il faut immédiatement se replier au château pour leur sécurité, mais Ina a d'autres projets, elle a trouvé une priorité bien plus importante que sa propre protection et compte s'y investir pleinement. Avec une théâtralité assumée, Ina fait une déclaration solennelle, elle va ramener le seigneur Jin au château, dans son esprit, ce pauvre homme est exploité comme un esclave par de vrais monstres, et elle est la seule en mesure de le délivrer. Son conseiller tente de la raisonner, lui expliquant qu'enlever Jin ferait de la cible de tous les membres de l'équipe du héros, il lâche une information capitale, selon ses renseignements, un mariage collectif est prévu dans moins de 10 jours avec 3 héroïnes de légende, et Jin est l'unique marié. Cet argument n'atteint pas Ina, elle réplique que s'il s'agissait de vrai amour, elle se serait battue pour lui individuellement, le foyer du seigneur Jin est clairement utilisé comme un moyen pratique par ces femmes. Convaincu qu'il s'agit d'un signe des forces sombres, la résolution de Ina s'en trouve renforcée, il ne s'agit plus d'un simple rapt, en tant que fière héritière du roi démon, elle considère cela comme une mission de sauvetage sacrée pour le seigneur Jin. Alors que son conseiller soupire de résignation, une nouvelle protagoniste entre en scène, la succube Palluka apparaît avec un regard malicieux, ravie de pouvoir enfin se défouler et s'amuser lors de cette expédition. Mue par ce qu'elle qualifie de véritable amour, Ina pousse un cri déterminé qui résonne aux alentours, « Attendez-moi, seigneur Jin, Ina arrive pour vous sauver. » Pendant ce temps, sur le terrain d'entraînement de la capitale royale, la tension est maximale, la foule s'amasse alors que 2 membres de l'équipe du héros s'affrontent, se jurant mutuellement de ne pas se retenir. Les spectateurs sont dubitatifs, se demandant comment Jin pourrait faire le poids face au héros en personne, Reiki, mais Jin ne se laisse pas déstabiliser, il n'a pas l'intention de lui faire de cadeau. L'engagement est immédiat et fulgurant, Jin comprend vite qu'il ne peut pas rivaliser avec la force pure de Reiki, il peine à lui imposer son propre rythme au moment même où elle déclenche une frappe dévastatrice. Alors qu'il semble au bord du gouffre, Jin réalise un enchaînement brillant en utilisant le plat de son épée pour dévier la puissance vers le haut et déstabiliser Reiki, le héros elle-même en reste stupéfaite, reconnaissant que sa technique est impressionnante. Jin se bat avec l'énergie du désespoir et peine à garder la cadence, une simple attaque négligente de Reiki a failli le balayer, l'envoyant au fond de l'arène, il comprend que se contenter de subir sa vitesse est voué à l'échec, il doit anticiper ses gestes, mais Reiki ne lui laisse aucun répit et fonce pour une attaque en traître. Reiki charge avec une lame de glace, obligeant Jin à battre en retraite dans la panique, il riposte avec un éclair de foudre, certain qu'elle ne pourra pas esquiver une attaque aussi rapide. Cependant, la suite va le sidérer, Reiki fait face à l'assaut avec une aisance déconcertante, rendant le choc particulièrement brutal. Jin utilise ses dernières ressources magiques dans une défense désespérée, sentant qu'il touche à ses limites, Reiki décide d'arrêter de s'amuser et de passer à la vitesse supérieure. C'est une tempête glaciale,
Reiki pilonne l'arène avec une pluie incessante de lames de glace, ne laissant aucune issue à Jin. Il cherche désespérément une faille dans sa garde, mais il n'y a aucune ouverture. Il commence à admettre qu'il ne pourra pas l'emporter par les moyens classiques. Le public est sans voix, parvenant à peine à discerner la vitesse folle du combat. Les spectateurs voient les armes de Jin voler en éclats de manière répétée. C'est alors que l'impensable se produit. Jin est projeté dans les airs, totalement vulnérable. Il sait que la situation est critique. Alors que tout semble joué, Jin sort un coup de maître. Il exploite les débris de glace en suspension pour refléter la lumière du soleil directement dans les yeux de Reiki. Ébloui et surprise, Reiki n'en revient pas qu'il ait réussi à esquiver son coup final. Profita de l'aveuglement temporaire de Reiki, Jin saisit sa seule opportunité. C'est le moment ou jamais. Il rassemble toute son énergie dans une ultime attaque enflammée en hurlant de toutes ses forces. L'impact est sourd, mais le résultat laisse sans voix. Reiki n'utilise même pas son arme, elle stoppe l'assaut de feu à main nue. Jin demeure totalement pétrifié devant une telle démonstration de force. Reiki ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle. D'un geste froid et précis, elle lui assène le coup de grâce qui le plaque au sol. Son épée vole en éclats, le duel est fini. L'ambiance passe immédiatement de la fascination à la crainte quand le capitaine interpelle les soldats restés muets. D'une voix forte, elle leur demande pourquoi ils ont interrompu leur entraînement, punissant aussitôt les retardataires de 10 tours de piste éprouvant autour de l'enceinte. Les soldats obtempèrent dans la panique, leurs excuses résonnant alors qu'ils s'élancent vers les murailles. Le capitaine les regarde courir avec un agacement visible, laissant échapper un soupir désabusé avant de tourner les talons. Cherchant à détendre l'atmosphère, Jin lance un sort d'eau fraîche pour offrir un rafraîchissement mérité à Reiki. C'est un geste attentionné envers la jeune fille qui avoue être complètement débordée par le stress des cours de protocole et la préparation des noces. Il s'avère que ce duel n'était qu'un moyen pour Reiki de vider son sac, elle qui n'a pas eu une scolarité classique durant ses jeunes années d'héroïne. Toutefois, même apaisée, elle ne peut s'empêcher de faire la critique du combat de Jin, lui pointant le doigt dessus pour lui demander d'être bien plus incisif lors des affrontements. Reiki n'y va pas par 4 chemins, reprochant à Jin son hésitation et sa posture trop défensive même lorsqu'il tenait une opportunité, mais alors que Jin commence à faire la tête, elle change du tout au tout en le flattant comme un chiot avec une caresse sur la tête, avant de lui dire au revoir joyeusement. Sonné par ce changement d'humeur rapide, Jin reconnaît qu'il a tendance à se replier sur lui-même face à des adversaires plus puissants. Cependant, ses alliés ne le laissent pas se dévaloriser, elle lui rappelle qu'il n'est pas faible et qu'il doit simplement apprendre à exploiter ses atouts spécifiques. L'échange s'oriente sur la bénédiction précoce de Jin. S'il sait qu'elle lui a garanti un développement rapide au détriment d'une progression à long terme, il découvre son véritable potentiel, ce dont s'applique à l'ensemble des disciplines, lui offrant un éventail impressionnant de sorts et une grande polyvalence des armes. Du vent à la lumière, en passant par le gel et la foudre, Jin manipule une grande diversité d'éléments avec aisance. Cependant, à ses yeux, il ne s'agit que de techniques de base insuffisantes pour inquiéter un combattant de haut niveau. Lucika remet rapidement les choses à leur place, lui expliquant que la plupart des sorciers travaillent d'arrache-pied pendant des années pour maîtriser un seul élément. Pour Jin, jongler ainsi avec toutes les magies n'a rien de banal, c'est un exploit qui sort totalement des règles ordinaires. Lucika reconnaît elle-même qu'elle n'atteint pas un tel niveau de dextérité, qualifiant Jin de véritable cauchemar pour tout ennemi incapable d'anticiper ses actions. Pour la première fois, Jin cesse de se comparer à la force brute des autres et réalise que sa polyvalence est sa plus grande valeur. Le principe est limpide, quand la force adverse est démesurée, il faut ruser. Lucika lui expose la réalité de l'écart de niveau, l'incitant à miser sur la stratégie, l'observation et la réflexion. Alors que Jin prend la mesure de ses conseils, Yuri intervient chaleureusement, affirmant que son sens tactique suffit amplement à surpasser les généraux du roi démon. Touché par ces encouragements, Jin avoue la vraie raison qui le pousse à se dépasser, il veut être digne de se tenir aux côtés de Yuri. Cette confession fait rougir Yuri jusqu'aux oreilles, mais elle se reprend vite, décidant en rigolant que sa mine trop sérieuse a besoin d'un peu de réconfort. Reiki apporte sa touche personnelle, rappelant à Jin que progresser demande du temps et qu'il ne doit pas brûler les étapes. Fort de la confiance aveugle de ses amis, Jin s'engage à donner le meilleur de lui-même. Réunis dans la cour, ils partagent un profond sentiment de complicité et de détermination. À la veille du grand événement, l'anxiété d'avant-mariage finit par rattraper Jin. Il tente de se vider la tête dans un bain chaud, bien décidé à se coucher tôt pour être en forme le lendemain. Cependant, alors qu'il s'installe, une voix inattendue vient rompre le silence de sa pièce. Une surprise renversante l'attend, Jin se retrouve bloqué sur son lit par Yuri, Reiki et Lucika, toutes vêtues de tenues de nuit séduisantes et arborant des sourires malicieux. Elles ont décidé qu'il était temps de passer leur soirée intime ensemble, et les festivités nocturnes peuvent enfin commencer.